J'invite le prochain panel de l'État parti, modéré et co-modéré par Solange Drouin et Catherine Mitchell, les deux coprésidentes de la coalition. Tout d'abord, merci à ceux qui sont encore là. Je pense que vous êtes aussi déterminés que nous à parler de diversité des expressions culturelles, vraiment, avec le temps magnifique qu'il a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire. Ce panel-là, puis c'est peut-être injuste qu'il passe à la fin de la journée après d'aussi riches échanges, c'est un panel auquel je tiens beaucoup et je suis éternellement reconnaissant à ces gens-là d'avoir accepté notre invitation d'être là aujourd'hui. Hein? Un vendredi après-midi, on fait travailler des gens qui, normalement, ont la réputation de ne pas travailler un vendredi après-midi. Un mot de trop. Il y en a qui lèvent la main, ça fait brasser le monde. C'est ça. C'est ça. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, Éric Théroux, qui a plusieurs vies, c'est comme un chat, ce gars-là, il a plusieurs vies, donc il pourrait nous parler de tout ce qu'il sait de la Convention, puis déjà, il voulait nous faire des confidences. Mais ça, c'est énormément d'expertise dans un seul homme. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est Kevin Finnerty, qui est un nouvel ami de la coalition, un nouvel ami du milieu culturel, mais c'est un bon ami. C'est un gars sur qui on peut compter, qui a fait le voyage. Et puis, Kevin, merci beaucoup, qui parle un excellent français. Il vient du nord de l'Ontario. Il est parfois un peu gêné. So, Kevin, in either language you're comfortable with? Dans les deux. Dans les deux, parfait. Donc, ce que j'invite ce panel à faire, c'est plutôt des remarques courtes. Je pense que chacun a préparé, sans doute, ce qu'il aurait pu faire 10 minutes, mais allons-y de remarques courtes. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites ces derniers jours sur l'historique, tout ça. Allons-y sur vos coups de cœur, vos réalisations, ce qui mérite d'être souligné en termes de diversité de protection des expressions culturelles. Et allons-y de questions de nos deux modératrices et de la salle. Allons-y en mode échange, ça va dynamiser cette fin de journée. À vous. Puisque Charles est le modérateur aussi, écoutez, tu nous as introduit, alors allons-y. Qui veut commencer dans cette rencontre introductive? On va y aller par ordre pas ordre alphabétique, mais ordre présenté dans le programme. Donc, Nathalie Théberge, on te laisse la parole. Merci. Ça fonctionne, oui? Donc oui, merci à tout le monde. Je n'ai pas préparé quelque chose de très structuré parce que je m'attendais que finalement, on allait exiger de moi, de nous, de rebondir de ce qui a été dit. C'est très riche ce qui a été dit depuis hier et tout le crédit revient évidemment aux organisateurs que je salue. Vous êtes, et vous le savez, mes amis. Je vous connais depuis des années, des panélistes absolument exceptionnels, mais je vais faire rapidement. Donc, vous êtes tous remerciés pour la qualité de ce panel, évidemment, mais pour la qualité de ce colloque. Je ne reviendrai pas nécessairement sur l'historique de cette convention parce que d'autres ont fait une présentation probablement plus éloquente que celle que j'aurais pu faire, mais peut-être une des choses qui n'a pas été retenue, c'est que c'est véritablement un cas d'espèce très intéressant en termes de développement de politique publique que cette convention et surtout tout le travail qui a mené à l'adoption. Les démarches de coulisses, tant au niveau de la fonction publique fédérale, de la fonction publique provinciale, que de la société civile. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été impliquées dans un travail de Sherpa pour répandre la bonne nouvelle, c'est assez exceptionnel. Depuis, le nombre de fonctionnaires fédéraux en particulier associés à ce dossier a évidemment considérablement réduit et il y a des bonnes raisons pour ça. Mais à l'époque, parce que moi, ça fait quand même très longtemps que je suis dans le dossier de la Convention, je peux vous dire qu'il y avait presque une trentaine de personnes à Ottawa à temps plein ou presque qui travaillaient sur les divers aspects de cette Convention. À l'époque, moi, je m'occupais essentiellement de la francophonie. D'autres s'occupaient de l'Organisation des États américains. D'autres, évidemment, travaillaient de façon plus formelle dans le sillon de l'UNESCO. Évidemment, il y avait le travail de concertation très étroit avec nos collègues du Québec, avec la société civile.
Il y avait aussi le rôle qu'on a effleuré du Réseau international de politique culturelle. Le Canada était en charge du bureau de liaison de ce secrétariat qui regroupait une dizaine de ministres nationaux de la culture et qui a fait beaucoup de travail de sensibilisation pour préparer le terrain. Et c'est l'addition de tous ces efforts démesurés et des air miles accumulés par Robert en particulier, qui a fait en sorte qu'on a réussi, et vous me permettrez d'être un peu candide, de coincer l'UNESCO et d'imposer d'une certaine façon un projet qui, à l'origine, ne faisait pas nécessairement l'unanimité au sein de l'organisation qu'on appelle l'UNESCO. Du moins, ça, c'est ma lecture. Donc, je pense que c'est un cas d'espèce particulièrement intéressant. Et je sais d'ailleurs qu'il y a une candidate à la maîtrise à l'université l'UQTR qui a même dédié un papier spécifiquement là-dessus. Tu as probablement été interviewée. Moi, j'ai été interviewée. Mais je pense que ça doit être souligné. Ce qui doit être souligné, évidemment, c'est la contribution ou la collaboration assez exceptionnelle au niveau gouvernemental. Je sais qu'Éric va en parler tantôt, alors je ne te volerai pas ton punch. Mais c'est quelque chose d'assez gratifiant d'avoir deux groupes, non seulement de fonctionnaires, mais aussi de personnel politique poussés dans le même sens, avec les mêmes idéaux. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Peut-être pour revenir un peu plus sur les motivations premières ou rappeler les motivations premières du gouvernement canadien dans ce beau projet, c'est important de le rappeler parce que ça vient colorer un peu les priorités que nous menons présentement avec les ressources réduites, je vous l'avouerai, qui sont associées à ce dossier. À l'origine, ce sont des préoccupations de nature commerciales qui ont motivé le Canada à vraiment exercer un leadership très affirmé dans le dossier de la Convention de l'UNESCO. Monsieur Bernier a notamment rappelé un certain nombre de causes liées à l'exemption culturelle, aux lacunes associées à une approche imbriquée dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis, où on s'est rapidement rendu compte que le cadre juridique qui existait à l'époque, notamment les règles de l'OMC, n'était pas formulé pour répondre aux caractéristiques très particulières des biens et services culturels. C'est dans cet esprit que le gouvernement canadien s'est rapidement saisi de ce projet qui, à l'époque, portait le merveilleux nom d'instrument contraignant ou l'instrument juridique sur la diversité culturelle et qui est devenu ce que vous savez. C'est tout ce que je dirais sur le bref rappel historique. En termes de bilan, quand on prend un petit peu de recul par rapport à cette convention, je le dirais sans gêne, je pense que le Canada, comme étant partie, a été un assez bon élève. Il a été évidemment le premier à ratifier officiellement de cette convention. Il a été un donateur important à l'époque. Je le reconnais tout à fait que le Canada n'a pas contribué depuis, mais il a quand même contribué un montant substantiel en début de vie de cette convention. C'est aussi le Canada, un pays qui a pris très à cœur ses obligations, notamment celles qui concernent la relation entre commerce et culture. Vous avez entendu parler hier de ce qui a été fait dans le cadre des négociations avec l'Union européenne. Je peux vous dire que les objectifs de la Convention ou les références directes à la Convention font partie systématiquement des approches menées par le gouvernement canadien dans ses relations commerciales. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que si nous sommes des bons élèves, nous, négociateurs canadiens, lorsque nous allons cogner à la porte de la libéralisation des échanges, souvent on se heurte à des collègues de pays signataires qui soit n'ont pas réussi à convaincre leurs négociateurs commerciaux de l'importance de la Convention, soit ont décidé pour des raisons stratégiques ou purement intéressées de nature économique de mettre de côté leurs obligations liées à la Convention. On a brièvement parlé du Mexique. Le Mexique est un cas d'espèce. Je dois vous dire que dans le cadre de certaines discussions, il y a certains joueurs, on aurait aimé qu'ils fassent alliance avec nous et ils ne le font pas nécessairement. Donc,
contradiction, le Canada, je pense, n'a pas à rougir de la façon dont il reflète et il intègre ses obligations, en particulier ses obligations dans le cadre de ses actions très, très concrètes. J'attirais votre attention aussi sur un autre accord de libre-échange que le Canada a signé récemment et qui n'a pas nécessairement été mentionné, c'est l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, où là, encore une fois, on fait référence aux objectifs de la Convention dans le préambule. C'est aussi un accord qui intègre des dispositions de coopération internationale entre les deux parties. Je crois aussi que là, c'est un beau cas d'espèce d'un accord signé par le Canada où le Canada a fait preuve, je dois vous dire, pour avoir été partie prenante de ces négociations, de beaucoup d'intransigeance face à un État qui peut-être n'accordait pas la même importance à la Convention ou aux principes de la Convention. Du moins, c'est ce qui nous était présenté par les négociateurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai accroché aussi depuis hier sur quelque chose que Daniel Clich a dit, c'est-à-dire que c'est une convention qui est encore très jeune. Dans le monde des traités, une convention qui a 10 ans, c'est encore une convention qui est dans le stade de la tendre enfance. Et c'est maintenant qu'on commence à voir percoler les problématiques, les enjeux qui peut-être apparaissaient de façon moins évidente lorsqu'on a premièrement négocié cette convention. Au cœur de ces enjeux, il y a évidemment le numérique. Et je suis assez fière de vous dire que c'est le Canada, après consultation avec nos collègues du Québec, qui a été le premier État à demander, à exiger que le numérique soit discuté dans le cadre des organes de la Convention. Encore une fois, je pense qu'on a été assez bon élève. On a entendu tout plein de choses liées au numérique au cours de ce colloque. J'y souscris. Le numérique est un enjeu qui en soi justifierait 2 autres semaines de discussion. On peut observer le numérique sous l'angle de la participation citoyenne, sous l'angle de la chaîne, de l'évolution de la chaîne des valeurs, le droit d'auteur qui a été soulevé à plusieurs reprises. Mais une chose que le numérique vient mettre en lumière de façon particulièrement éloquente, c'est la capacité réelle des États d'agir, de réguler, dans un environnement où la notion même de frontière territoriale est bousculée de façon assez éloquente. Nous, évidemment, on le vit beaucoup au gouvernement fédéral en raison de nos compétences en matière de radiodiffusion, des dernières décisions du CRTC, et c'est quelque chose avec lequel on est appelé à composer, et on est vraiment, je dois vous dire, très, très bousculé, et la Convention offre une plateforme où on peut apprendre des autres États parties qui sont également confrontés aux mêmes problématiques, et c'est pour ça qu'on insiste systématiquement pour avoir des occasions d'échanger des bonnes pratiques avec nos pairs. Ce qui m'amène peut-être sur la dernière chose que je voudrais souligner, parce que je ne veux pas parler pendant 15 minutes, c'est... Et il y a quelques-uns d'entre vous qui ont parlé de l'importance d'associer les experts aux travaux de la Convention. Et ça, c'est peut-être un commentaire un peu plus personnel. Je note au cours des dernières années qu'on a tendance à avoir beaucoup de diplomates dans les organes de la Convention, en particulier au niveau du comité intergouvernemental. C'est chouette, les diplomates. Je suis moi-même diplomate, Éric est diplomate. On est tous un peu diplomates. Mais c'est le fun d'avoir des gens qui comprennent ce que c'est le numérique et qui sont capables d'arriver avec des propositions qui sont ancrées dans la réalité. Lors du dernier, enfin, Véronique était là, mais lors de la dernière rencontre du comité intergouvernemental, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire valoir. Je comprends que c'est difficile dans une organisation comme l'UNESCO. On a souvent tendance à envoyer des diplomates, mais si j'avais un souhait personnel, c'est qu'on fasse un effort conscient de s'assurer que nos experts font partie de ces conversations le plus tôt possible, parce que, par définition, des diplomates sont dépassés, surtout dans un environnement où est-ce que les technologies changent au jour le jour et que les modèles d'affaires changent au jour le jour, et donc que la configuration de la diversité des expressions culturelles change au jour le jour. Alors, voilà, bravo, merci, et c'est tout. Merci, Nathalie. Merci. Alors,
Merci. Alors, je n'ajouterai pas aux propos de Nathalie auxquels je souscris par ailleurs, donc à mon tour aussi de remercier les organisateurs de cet événement. Merci aussi d'avoir prévu un panel sur le rôle de l'État partie et des gouvernements. Donc, sans aller effectivement refaire l'historique, moi, je voulais simplement faire ressortir quelques points d'un point de vue institutionnel, avant de s'attaquer à l'aspect défi pour la période à venir, mais ce que l'on remarque en termes institutionnels. Le premier élément, c'est la rapidité avec laquelle, historiquement, cet instrument s'est développé dans l'ordre juridique international. Ça, c'est un cas d'espèce qui est très intéressant et qui démontre la force, justement, d'avoir des instruments juridiques qui repose sur l'apport d'expertise. Donc, là-dessus, je rejoins tout à fait Nathalie. Donc, le rôle des gouvernements qui a été essentiel, mais le rôle aussi de coopération multiforme qui a été à la source de l'élaboration et puis de la mise en œuvre de la Convention. Du côté de la coopération intergouvernementale, ce que je voudrais souligner, même en termes de dynamique, c'est l'apport particulier en termes de coopération entre le gouvernement québécois et le gouvernement canadien. C'est l'instauration de ce qu'on appelle la quadripartite, c'est-à-dire un comité où siègent à la fois du côté fédéral, Patrimoine Canada et le ministère des Affaires étrangères, et du côté québécois, le ministère de la Culture et le ministère des Relations internationales. Et dans les premières années, on avait également nos collègues du ministère du Développement économique, comme le MAECD recouvrait aussi l'aspect trade. Et même encore à ce jour, nous avons, sur une base moins régulière, il est vrai, parce que la Convention maintenant est dans sa phase de mise en œuvre, mais nous avons encore la pratique de tenir des séances de travail quadripartites. Donc là, il y a là une mécanique de travail où on associe à la fois les spécialistes de politique publique culturelle, des ministères de la Culture et du Patrimoine, mais aussi les préoccupations plus diplomatiques. L'autre élément, bien sûr, c'est la nécessaire interface avec la société civile, le rôle que les coalitions ont joué, qui ont été essentiels, et le rôle qui a été dévolu aux experts et qui, il est vrai, doivent continuer à être mis à profit, ce que le Québec a fait particulièrement dans la préoccupation. On s'est attaché beaucoup à l'expertise juridique, donc d'abord par les travaux du professeur Bernier, mais maintenant les travaux de Véronique Évremont et de toute l'équipe du RIGDEC. Ça, c'est important. Et finalement, on le voit, l'organisation elle-même de l'UNESCO est en demande de cette expertise-là. Les compressions budgétaires, à cet égard-là, dans cette perspective-là, n'ont pas que un côté négatif. Ils sont avares d'avoir une expertise mise à leur disposition. Donc, dans la mesure où on peut leur fournir, il y a là une belle opportunité. Aussi de faire travailler l'organisation internationale sur des enjeux qui nous préoccupent. Dans notre perspective, je dirais, le Québec a toujours eu à cœur et comme préoccupation principalement au regard de la Convention plus strictement parlé, de mettre l'accent sur deux aspects dans la Convention, insister sur le fait qu'elle devait protéger la capacité des États d'adopter des mesures culturelles et des mesures de soutien, et aussi tout l'aspect du principe de coopération et de solidarité internationale. Oui, ça s'est décliné par des contributions plus limitées au Fonds international sur la diversité culturelle, mais on peut penser que tout ce qui a été fait comme appui aux diverses coalitions, aux 43 coalitions qui existent actuellement, est une forme aussi de contribution à la coopération. L'autre élément important à faire ressortir, et là c'est peut-être plus une préoccupation québécoise, mais le succès de la coopération avec le gouvernement canadien a su faire ressortir que le Québec pouvait être un acteur international responsable. Et cette relation de confiance-là a été à la base de ce qui est devenu l'accord Canada-Québec sur l'UNESCO,
à telle enseigne que quand on prend l'accord qui a été signé en mai 2006, il y a un paragraphe spécifique dans le préambule qui dit ceci: « Reconnaissant avoir travaillé de façon très active et de concert pour promouvoir l'approbation de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles par la Conférence générale de l'UNESCO, et voulant continuer ce travail pour faire la promotion de la ratification et la mise en œuvre de cet instrument international. » Et ma lecture, pour avoir été aussi au cœur de la négociation de cet accord, c'est que si nous n'avions pas aussi bien travaillé dans le cadre de la Convention 2005, il n'y aurait pas eu l'élément de confiance réciproque nécessaire pour signer un tel instrument, qui est à la base aussi du fait que d'une autre première mondiale, c'est-à-dire que c'est le Canada et le Québec, le fait d'avoir le Québec, d'avoir un représentant permanent du Québec au sein de la mission du Canada auprès de l'UNESCO, c'est un cas unique dans les annales onusiennes. Donc, ça a permis de développer des pratiques intéressantes. En termes d'enjeux plus liés, d'enjeux ou de défis liés aux prochaines étapes pour la Convention, bien sûr, il faut le faire en rappelant le contexte budgétaire difficile à l'UNESCO, mais aussi dans les États membres. Mais malgré tout, je pense qu'il faut poursuivre les efforts pour, d'une part, amener les États parties à conclure un nombre plus élevé d'accords commerciaux dans lesquels on retrouve des références soit à la Convention ou à l'équivalent. Et bon, le cas pour la Corée est intéressant aussi, et le cas de l'AECG sont deux cas intéressants, mais il faut maintenir la pression. On le voit à l'origine, je peux vous dire que nos collègues du ministère du Développement économique, on les a un peu embarqués par la force des choses au début du processus, mais le réflexe de base et fondamental, il n'est pas disparu. Donc, il faut maintenir la pression. Il faut aussi inviter les États à repenser l'approche à privilégier pour tenir compte des biens et services culturels numériques. Donc, c'est un enjeu qui a été soulevé à plusieurs reprises. Et bien faire ressortir que le numérique, ce n'est pas un enjeu uniquement pour les États du Nord. Le développement des politiques culturelles et tout ce qui a trait à la réglementation des biens et services culturels, le développement en Afrique notamment, passe par le sans-fil et l'univers numérique. Donc, il faut faire ressortir que cette préoccupation-là est une préoccupation partagée. Et à cet égard, donc, il faut accroître, bien sûr, la coopération avec les pays du Sud pour assurer le maintien non seulement et le développement adéquat des directives opérationnelles, mais à toujours rechercher à mettre en œuvre la finalité de la Convention. Et le dernier élément, je dirais que c'est susciter l'intérêt et la mobilisation de la société civile, y compris des artistes eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on incorpore une prestation artistique. On l'a fait, je me souviens, lors de la première réunion de la conférence intergouvernementale qui était à Gatineau. Donc, il y avait eu une réception du Canada où il y avait des prestations artistiques. On avait fait de même, donc, vous, c'était à Ottawa au musée, nous, une réception au Québec à Gatineau, il y avait des prestations artistiques, mais il est vrai que les artistes, comme tels, je pense, n'ont pas su ou n'ont pas été conscients jusqu'à quel point la Convention pouvait être un instrument à leur service. Donc, il y a une question de méconnaissance de l'instrument et à la limite, il faut faire en sorte que les artistes s'en servent eux-mêmes comme moyen de pression auprès de leurs États pour obtenir des politiques culturelles adéquates. Donc, je dirais que pour l'instant, moi, j'arrêterai mon tour d'horizon là. Okay, merci beaucoup. First of all, thank you to the organizers of today's symposium for inviting me on behalf of the Government of Ontario. Je vais parler en anglais et en français pour quelques minutes. Depuis 2003, le gouvernement d'Ontario a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans le secteur de la culture. La majorité de ces investissements et initiatives correspondent directement aux objectifs de la Convention de l'UNESCO. J'ai organisé mes remarques selon quelques articles les plus pertinents pour la province de l'Ontario
et j'espère faire ressortir l'ampleur des investissements et des initiatives de la province d'Ontario, lesquelles soutiennent les objectifs de la Convention. Puis je vais conclure mes remarques par des commentaires sur le contexte actuel et les défis que nous devons relever. L'article 7 de la Convention, c'est mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles. Le gouvernement de l'Ontario assure le soutien et la promotion des industries du divertissement et de la culture grâce à une variété de mécanismes. On a la Société du développement de l'industrie et des médias de l'Ontario qui soutient l'économie de la création de l'Ontario en offrant des programmes novateurs, des services du financement pour les industries du film et de la télévision, de l'édition de livres et de revues, des produits multimédia interactifs, numériques et de la musique. Comme nombreuses provinces, incluant le Québec, le gouvernement de l'Ontario soutient la production de médias culturels par le biais d'une gamme de programmes de crédit d'impôt. En 2015-16, la province a établi un budget de 439 millions de dollars en crédit d'impôt pour nos industries culturelles. Bien que le gouvernement a apporté des modifications à certains de ces programmes de crédit d'impôt dans son budget récent, il n'a fait aucun changement aux crédits qui soutiennent les productions canadiennes dans le domaine du film et de la télévision. Une valeur fondamentale des programmes de l'Ontario à l'appui du secteur des arts consiste à rejoindre, inclure et refléter tous les Ontariens dans les activités artistiques et culturelles qui sont aussi diversifiées que la province et sa population. Entre 2006 et 2010, le gouvernement de l'Ontario a augmenté de 50 l'allocation annuelle de base du Conseil de l'art des Ontario, celle-ci passant de 40 à 60 millions de dollars. En 2013-14, le CAO a aidé presque 1800 artistes individuels et plus de 1000 organismes situés dans plus de 200 communautés de la province de l'Ontario. À propos de l'article 8, mesures destinées à protéger les expressions culturelles, de concert avec les autres provinces et territoires, le gouvernement de l'Ontario surveille près les développements sur les accords fédéraux commerciaux relatifs aux dispositions en matière d'exemption culturelle qui ont été proposées. Depuis 2006, l'Ontario est officiellement engagé dans les instances clés du CRTC sur l'importance de leur incidence sur le secteur du divertissement et la création de l'Ontario et de la programmation à teneur canadienne produite en Ontario. À propos d'article 10, éducation et sensibilisation du public, le gouvernement de l'Ontario a appuyé vigoureusement les efforts de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle afin d'assurer la ratification de la Convention de l'UNESCO et de promouvoir les objectifs et les principes de la Convention au pays et à l'étranger. Plus particulièrement, le ministre de la Culture de l'Ontario de l'époque a établi un partenariat avec la CDC afin de tenir une table ronde pour sensibiliser la province sur le processus de la Convention qui était en cours à l'UNESCO. Le ministre de la Culture de l'Ontario de l'époque, Madeleine Meyer, était une conférencière d'honneur à cet événement. À propos d'article 11, participation de la société civile. Suite aux élections qui ont lieu en Ontario en juin 2014, la première ministre Wynne a émis de nouvelles lettres de mandat à tous les ministères du Conseil. La lettre de mandat au ministre Michael Coteau, mon ministre, indique que son ministère doit travailler de concert avec les artistes, les éducateurs et les collectivités de l'Ontario pour élaborer une stratégie ontarienne de la culture afin que nous puissions raconter notre histoire et aider une nouvelle génération à exprimer son potentiel artistique et culturel. Il s'agit de la première stratégie ontarienne de la culture et la première fois que se tient une conversation avec les Ontariens et les Ontariennes sur la valeur de la culture dans leur vie et dans leur communauté. Cet automne, le ministre prévoit tenir des assemblées publiques à l'échelle de la province. Le ministre tiendra également une plateforme de consultation numérique et entreprendra un sondage d'opinion publique à grande échelle. La stratégie de consultation comprend également des conversations ciblées avec les communautés afin de rejoindre les groupes sous-représentés, un engagement distinct à l'égard des Premières Nations, une stratégie d'engagement de la jeunesse portant particulièrement
sur les jeunes vulnérables et à risque. La participation du public en général et des intervenants du secteur de la culture aideront le gouvernement à établir les priorités et les actions pour soutenir et consolider les secteurs de la culture au cours des 5 prochaines années. Cela permettra également au gouvernement de s'assurer que les politiques et les programmes culturels reflètent la diversité des populations et des communautés de la province de l'Ontario. L'article 12, c'est la promotion de la coopération internationale. L'Ontario a conclu des partenariats avec Baden-Württemberg en Allemagne, Jiangsu en Chine et la République de Macédonie afin de promouvoir la coopération dans un certain nombre de secteurs prioritaires, notamment la culture. J'aimerais parler en anglais pour quelques minutes sur les défis. There has been a lot of talk today and yesterday about digital transformation, digital revolution, the digital disruption, you name it. This is an issue that is very much of concern to the province of Ontario. Recently, we amended our tax credits for the interactive digital media sector to better target that support. We created for the first time ever a permanent interactive digital media fund so we can fund leading edge products in this area for the future. We are quite concerned with the impact of digital disruption in our creative industries. The Ontario Music Fund, which was just renewed in our last budget, has as a direct objective marketing in a digital world. So these are areas where the government is spending a lot of policy time on. But I think equally importantly, the digital disruption is changing fundamentally the way people and young people engage with culture. We don't have a good enough understanding of those changes, which is why I think we'll hear a lot from people in our consultation this fall, both from organized parts of our society as well as hard-to-reach young people. And we really look forward to that consultation so we can shape those policies of the future. The second challenge facing the Government of Ontario is vast demographic change. Ontario is by far the most diverse province in this country already, and the City of Toronto is the most diverse city in the world. Yet our cultural institutions in Ontario were primarily set up in the 1950s, 60s, and 70s. They no longer reflect the reality of the province of Ontario in terms of its population. And we need to ask ourselves, and we'll be asking people of this province in the consultation in the fall, do those supports still work as effectively as they should? Are they enabling everyone in Ontario to tell their stories to themselves and to the world? I think we need to ask ourselves those questions at this time. The third key challenge we face is economic and fiscal. There's been alluded to before. Ontario is in a very tight budgetary situation. The last budget that the government released in April laid out a plan to balance by 2017-2018. Given the digital challenges I talked about, the demographic challenges I just spoke of, there will be very little in the way of new resources to deal with those realities. So we will have to ask ourselves, and during the consultations that we will undertake, what is working well, what is not working well, and how should we redo the programs that we have so they work most effectively for the people of the province of Ontario. So those are some of the challenges we face as we launch the consultations in the fall with a plan to create a culture strategy for the province of Ontario. And I'm looking forward to that engagement and the learning, and the sessions from the past couple of days have been incredibly helpful in that regard already. I just want to conclude with a few remarks. La Convention de l'UNESCO sur la protection, la promotion et de la diversité des expressions culturelles revêt une grande importance pour la province de l'Ontario. Tout d'abord, la province de l'Ontario est au cœur de la production culturelle en langue anglaise au Canada. La concurrence à laquelle nos industries artistiques et culturelles font face, à la fois au pays et ailleurs, de la part des États-Unis, le plus important producteur de culture au monde, est un défi qu'elles doivent constamment relever. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit en anglais, l'Ontario jouit une diversité culturelle incroyable. C'est la province la plus diversifiée au Canada. Les Ontariens sont maintenant originaires de plus de 200 pays et parlent plus de 150 langues. En environ un quart de la population ontarienne affirme être des personnes de couleur. Notre population francophone est la plus importante en Amérique du Nord à l'extérieur du Québec et compte des personnes d'origine de nombreux pays. Et finalement, la population des Premières Nations la plus importante au Canada vit en Ontario. L'Ontario reconnaît depuis longtemps
la double nature économique et culturelle des biens et services culturels, et nous établissons des politiques et des programmes visant à soutenir les efforts de nos producteurs de médias culturels afin qu'ils puissent se démarquer au Canada et sur la scène internationale et à protéger les droits de nos citoyens et de raconter et d'entendre leur propre histoire. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris notre timing, et on vous laisse les 7 minutes qui restent. C'est à vous à la salle si vous avez des questions. Sinon, nous en poserons, mais je pense que le dialogue... Est-ce que quelqu'un se lève? Well, you'll allow me, Solange, and I'm going to say this in English while people are thinking of their questions. If you will permit me, I'm delighted to have Natalie, who's an old friend, and Eric, I look forward to at least shaking your hand, but to have the opportunity as well to have Kevin here with us. For those of us who are from the cultural sectors in Ontario, it's a real treat, and I can't tell you how you've actually answered about 6 of my questions that I knew that we didn't have time for. So just fantastic. And so I certainly, as a resident in Ontario, look forward to being polled or having an opportunity to have a sondage and present some thoughts on this. But I also hope that, given that we have such little time and that we do have many international friends in the audience, I thought, although there's been an awful lot obviously focused on Quebec, on rest of Canada, but perhaps are there questions that deal with how the convention can finish with respect to country, the international and developing countries? Is that a possible question? Does anyone have one? Non. Oui, c'est fini? Oui. Okay. Non. Oui. J'ai une annonce et une question. L'annonce, c'est que nos traducteurs ont la générosité de rester 15 minutes de plus. Donc, si ça vous va, on aurait un petit peu plus de temps. Ça, c'est pour l'annonce. Pour la question, elle sera très courte. Elle s'adresse à Nathalie. Vraiment une question très courte. Tu as rappelé que dans le récent accord conclu entre le Canada et la République de Corée, il y a une référence à certains principes de la Convention dans le préambule. La République de Corée et le Canada sont partis à la Convention. Pourquoi pas une référence à la Convention et simplement à certains de ces principes? Merci. Le Canada en a fait la demande et la demande a été refusée. Non. Et donc, le terrain d'entente qui a été conclu, c'est que dans le préambule, on aurait un libellé qui reprend l'esprit et les objectifs particulièrement importants, notamment le droit des États de se doter de politiques culturelles. Les raisons pour lesquelles ça a été refusé, je les ignore. Ça nous a pris par surprise, encore une fois, parce qu'on s'attendait à ce qu'un pays signataire accueille avec facilité. Mais il n'y a rien de facile, hein? On l'a bien vu hier lors de la présentation sur l'accord Canada-Union européenne. On est arrivé avec certaines attentes et rapidement, on s'est rendu compte que dans une dynamique de négociation commerciale, ce sont 2 parties qui négocient en vertu de leurs intérêts. Ce qui est compliqué avec l'Union européenne, c'est que c'est l'Union européenne et donc il y a plusieurs voix au chapitre. Et comme cela a été dit hier, parmi les voix au chapitre, il y avait des partis, notamment, et ça a été mentionné hier, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui avaient des visées offensives. Et ça s'est exprimé à travers les positions qui ont été défendues par les négociateurs européens. Du côté coréen, honnêtement, je l'ignore pourquoi ça n'a pas été accepté. L'accord avec la Corée est différent de l'accord avec l'Union européenne puisque c'est une exemption générale dans l'accord avec la Corée. C'est donc intéressant de voir que maintenant, le Canada est dans une position où, selon les dynamiques en présence, il peut adapter le meilleur moyen d'aller préserver sa flexibilité, d'aller préserver ses intérêts liés à ses industries culturelles. Dans le cas de l'Union européenne, le mécanisme qui a été choisi, c'est une approche qu'on appelle l'approche chapitre par chapitre, parce que c'est ce que la négociation exigeait. Dans le cas de la Corée, le mécanisme qui a été choisi par le Canada était celui de l'exemption générale, parce que le terrain était fertile pour qu'on aille chercher une exemption générale. Et je pense que c'est un petit peu ça
la nouvelle flexibilité dans l'approche du Canada en matière de politique commerciale, c'est que selon la négociation, on choisit l'outil, le moyen, mais l'objectif reste exactement le même. Ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment insister parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un que je ne nommerai pas, qui est là-bas dans le fond de la salle. L'objectif n'a pas changé. C'est le moyen d'atteindre l'objectif qui est modulé selon la négociation, selon les intérêts qu'on peut avoir dans la négociation. Une longue réponse pour une courte question. Merci. Je vais me permettre Ah, excuse-moi. Non, je vais me permettre une question, mais en fait, qui est un vœu. Kevin nous a appris, en fait, qu'il y a un alignement des planètes. Le Québec s'apprête à faire la révision de sa politique culturelle. L'Ontario lance une consultation qui l'amène à réviser sa politique culturelle. Les deux premiers ministres se parlent comme jamais. Ils ont l'air de comploter. Hein? Non, c'est vrai. Les deux principales provinces pourraient-elles envisager que, dans la nouvelle politique qui s'annonce, référence soit faite au cadre de la Convention pour enchasser, en quelque sorte, les droits et les obligations qui en découlent? Alors, c'est sûr que je vais porter la suggestion à mes collègues du ministère de la Culture. Donc, on travaille effectivement, et le niveau de coopération entre les deux gouvernements s'est de loin accru, et pas juste dans le champ culturel, notamment sur les questions du changement climatique. Donc, il y a plein d'enjeux communs sur lesquels, effectivement, on peut mieux faire valoir et faire valoir les principes sur lesquels notre action repose, notamment en matière culturelle. Kevin? C'est vraiment une bonne suggestion. Je n'ai pas le droit de révéler le secret au Conseil des ministres, mais je peux dire que récemment, j'ai été au Conseil des ministres pour présenter le plan de consultation. Durant la conversation, tous les principes de la Convention ont été discutés. Même si les ministres ne connaissent pas la Convention, ils ne le connaissent pas. Mais tous les ministres au Conseil des ministres, diversité, la capacité de dire nos histoires à nous-mêmes et le monde. C'est essentiel de protéger l'héritage unique de l'Ontario. Donc, tous les principes étaient à base d'une conversation au Conseil des ministres, même si on ne savait pas la Convention. Donc, d'une façon, vous avez gagné. C'est déjà là. Monsieur Turc. Je pense que vous avez beaucoup, le Canada et le Québec ont beaucoup collaboré, bien sûr, pour l'élaboration de la Convention. J'aimerais savoir comment vous collaborez maintenant dans la mise en œuvre. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, moi, la façon dont on collabore pour la mise en œuvre des traités internationaux dans le domaine des droits fondamentaux. Mais comment, aujourd'hui, dans la réalité, le Canada et le Québec, et peut-être les autres provinces, travaillent ensemble dans le cadre de la préparation, par exemple, des travaux du comité intergouvernemental, la conférence des partis. Quelle sorte de collaboration intergouvernementale a été mise en place depuis que la Convention est en vigueur? Le premier élément, c'est un peu ce que je disais dans ma présentation, c'est que la quadripartite fonctionne toujours. De un, et de deux, le fait que maintenant, Lynn Beauchamp soit en poste là-bas, le fait d'avoir un représentant ou une représentante permanente du Québec au sein de la mission fait en sorte qu'on est, à chacune des étapes, dès l'amorce des travaux, il y a une nécessaire concertation qui s'installe. Et quand Nathalie le mentionnait, tous les enjeux du numérique ont été mis de l'avant, c'est certain qu'il y avait une étroite concertation parce que c'est une préoccupation qui nous est commune, de sorte que ça nous aide, je dirais, le fait d'avoir des préoccupations communes des deux gouvernements fait en sorte qu'on se sent aussi habilité à faire en sorte que nos autorités reçoivent bien ce message-là et le portent. Et je dirais que le fait que le Québec pousse beaucoup, ça aide aussi nos collègues à Ottawa à dire, écoutez, on ne peut pas laisser tout l'espace au Québec. Hein? Donc, il faut... Oh mon Dieu, que c'est bien dit. Oui, le Québec pousse beaucoup. Le
Québec pose beaucoup. Mais pour être très concrète, la semaine passée, il y avait une téléconférence de la quadripartite et il y en a une autre cette semaine. Et tantôt, je regardais mes courriels, j'avais des documents qui m'étaient envoyés pour approbation avant que ça soit envoyé au Québec pour consultation, avec toute la pléthore de emails de toute la quadripartite copiés sur tous les échanges. C'est vraiment une relation de travail extrêmement étroite. Les positions qui sont mises de l'avant dans le cadre des organes de la Convention sont prédiscutées, prénégociées. Des fois, on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, mais c'est dans les nuances. Des fois, la partie québécoise va vouloir qu'on insiste sur un enjeu. Nous, on trouve que non, peut-être. Bon, mais c'est la nature de la bête, et c'est une bête qui fonctionne merveilleusement bien. Évidemment, quand on parle de la mise en œuvre de la Convention, ça va bien au-delà de la gestion des organes de la Convention. La mise en œuvre de la Convention, ça se vit à travers toutes les activités des industries culturelles. Et là, ça, c'est hors de mon champ de compétences, mais je sais que mon collègue, directeur général des industries culturelles, consulte son homologue du ministère de la Culture. Donc, ça se vit vraiment au quotidien. Mais de façon officielle, le mécanisme de la quadripartite est quelque chose qui est sollicité plus régulièrement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la conférence des partis ou du comité intergouvernemental, mais de façon absolument continue et très fluide. Colette. Je voudrais juste signaler une préoccupation. Je ne voudrais pas jeter de l'ombre sur une si belle journée, alors je vais essayer d'être le plus positif possible. Mais étant donné qu'on a des États partis devant nous, signataires de cette convention, je voulais revenir brièvement sur l'intervention de M. Jordy et sur l'importance de documenter, d'évaluer les actions, etc. Or, on sait que dans le contexte actuel, on coupe au niveau de la recherche. On est en train d'asphyxier un observatoire de la culture au Québec. On a amputé un recensement canadien largement. Alors, c'est une préoccupation de laquelle je veux faire part parce que souvent, on s'en remet beaucoup au milieu associatif pour documenter les choses et ce milieu n'a pas du tout les ressources et les moyens de le faire. Alors, je pense qu'il faut que ce soit considéré dans les défis qui nous attendent, cette capacité à documenter, à réagir et à soutenir par la documentation cette initiative extraordinaire qui est la Convention. Si je peux continuer sur ce que Colette et vous poser une question à ce sujet-là, c'est évidemment, pour moi, les indicateurs devraient nous aider à faire les rapports périodiques, par exemple, parce qu'on sait qu'à tous les cadrans, vous devrez faire un rapport. Je sais que le Québec est consulté aussi. Alors, sur quelle base on va faire le prochain rapport? Parce que c'est sûr que quand on se compare, on se console. Je pense dans le monde, en termes de politique culturelle, le Canada, si on se compare à d'autres pays, on va être des bons élèves, comme tu dis, Nathalie, pendant longtemps, parce que malheureusement, dans certains pays, il n'y en a pas de politique culturelle ou très peu. Mais nous, on n'a pas, on peut quand même, on peut se donner des objectifs d'être encore meilleur quand même. Si on est bon, on peut être encore meilleur. Donc, je me dis, si on ne se donne pas des indicateurs objectifs pour s'évaluer nous-mêmes, à l'aune de quoi on va s'évaluer, tant pour le Québec que pour le Canada, que pour l'Ontario. Je sais pas, Kevin, est-ce que tu peux commencer à rentrer dans ta politique? Mais sinon, je peux pas. Non? Non, mais c'est vrai, je dirais, les remarques sont tout à fait justes et je dirais, elles valent à l'égard de l'ensemble des politiques publiques. Dans les contextes gouvernementaux actuels que l'on connaît, c'est vrai pour l'ensemble des politiques publiques. L'aspect de documentation, c'est aussi une préoccupation que nous avons, même nous, comme fonctionnaires, pour bien conseiller nos autorités. C'est certain qu'en termes de comparaison, effectivement, on peut encore, on a un bassin d'informations pertinent et intéressant. Donc, oui, on aura de la matière pour alimenter le futur rapport. Mais je dois dire que oui, c'est une préoccupation que nous avons à l'égard de pas juste les politiques publiques en matière de culture. Oui, et nous aussi, absolument. La notion ou l'accès à des données de qualité, basées sur des méthodologies de qualité, c'est une préoccupation au jour le jour.
C'est sûr que de plus en plus, justement, avec le numérique, ça devient difficile d'avoir des données quantitatives liées à certaines activités, par exemple le streaming ou le téléchargement. Ce sont des défis supplémentaires, mais je ne peux que faire écho à ce que dit Éric. Oui. Je peux donner 2 exemples. En Ontario, on a la difficulté à mesurer la contribution économique du secteur Interactive Digital Media. Il n'y a pas de bons chiffres sur ce secteur. Et le secteur musique, live music, on sait que c'est vraiment assez important, mais il n'y a pas de statistiques en Ontario à la contribution économique de ce secteur à la province. Donc, on entreprend la première étude dans ce secteur pour fournir l'évidence, des statistiques au gouvernement. Donc, ça, c'est un vrai défi pour nous dans le secteur culturel, c'est les indicateurs et les données. Juste, je pourrais ajouter, Solange, si tu me permets, c'est une préoccupation aussi qui est partagée par l'ensemble des provinces et des territoires, parce que je sais que de façon régulière, oui, c'est une question qui revient lors des conférences des ministres responsables de la culture et du patrimoine. Je pense d'ailleurs que ça va être à l'ordre du jour de la rencontre un peu plus tard cette année, en juillet, à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Donc, tout le monde est confronté aux mêmes problématiques et les discussions ont cours de façon à dégager des solutions et des financements qui permettront d'avoir des données de meilleure qualité. Thank you. I have a practical question, mostly, well, totally for our Canadian and Ontario representatives. For the first half of my career, I was a performer and a creator, made my living totally from music and as a performer and as a composer. Then I became a union bureaucrat. It's a long story. And I've dedicated that part of my life to improving the lives of artists. In many ways, it's a better life. However, I've been coming to these things for a long time. And there's always support from the province of Quebec. It doesn't matter what the party is. Always. And it's embarrassing. It's embarrassing from the point of view of being an English Canadian and a Canadian taxpayer. And I know that your hearts, both of you, are in what I'm about to say. How do we convince our English-speaking governments to dedicate the same type of resources and the same type of heartfelt sincerity that goes around and over and above and totally has nothing to do with the political will of whatever party is in power in this province? This is what we need. Okay, so let me actually answer that question with one example where it's already happened. You talked about music. So in 2013, in the provincial budget, the Ontario government launched a 3-year, $45 million Ontario Music Fund. This was the single biggest investment that the government of Ontario has ever made in the music industry in Ontario. And that was a result of the industry coming together in a collaborative and concerted way for the first time in 20 years. Now, that was intended to be a 3-year investment. The results for the first 2 years were so good in terms of job creation, economic return, that the government actually made the fund permanent in its most recent budget. So this is a government that's facing an $8.5 billion deficit with an incredibly difficult path to balance by 17-18, but has found within its fiscal envelope enough money to make the music fund permanent. So I think that there are cases where the Ontario government has actually stepped up and has put a lot of money into specific programs. I talked about interactive digital media earlier. There was a small $3 million fund at the OMBC that was renewed every year based on finding savings from other programs. The interactive digital media industry worked with the government and now has a $10 million fund to support leading edge products in that sector. So in a way, I acknowledge that Ontario does not provide the same per capita support that Quebec does, but there are some recent examples where in a very, very tight fiscal environment, the province has stepped up and made some pretty big investments. No, I guess I know that. Yeah. I was a musician, so I remember that announcement. And I also was a performer in Alberta during the Lougheed years, and nobody supported the artists more than Premier Lougheed did. I'm asking about the Coalition for Cultural Diversity. I'd just like you to give a few thousand to those guys. That's all. Well, that's something that we will take back to Queen's Park. Yeah, okay. And I'll go with you. Can I just add something? And Yes. I'll take that back. Thanks, Bill. Thanks, Bill. Yeah, I'll just
react briefly. I think because it's certainly something that we're spending a lot of our time thinking about is, and part of the responsibility falls on the shoulders of the public servants as well, is we need to be able to tell a compelling story about the cultural sector's contribution to economic prosperity. And that's really hard to do without data. I mean, it's easy to have a discourse on the social contribution and how valuable culture is to the benefit of national identity and national identities. That we can do. But to tell a story that demonstrates with facts that cultural industries actually contribute up to, I don't know how many $billion to the national to GDP. You know, 4% in Ontario. It's 4% of Ontario's GDP. I mean, it's more than core industries such as mining or even forestry. This is the Department of Forestry. We need to be able to articulate that. This is something that we're trying to do with the very few data that we have, and we're trying to address this. But I think this is something also that needs to be communicated from civil society if it is to resonate better with governments who are faced with very, very hard economic decisions. And I know some of you may roll their eyes, and I completely get it, but that's sort of a key challenge that we're certainly being faced with as public servants involved in the area of culture. Christina, you have a question? It's okay. If you don't mind, I think we've had a word and applause for our translators. Merci beaucoup les interprètes, vraiment. Merci Solange, merci Eric, merci Nathalie, merci Kevin, merci Catherine. I think this was well worth it. Thank you for staying. On se retrouve demain matin, c'est soirée libre. L'autobus nous attend, j'imagine, à la sortie du pavillon, nous ramène à l'hôtel. Bonne soirée.